Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Ça fait du bien de pouvoir se poser avec un monsieur comme Bernard Roth, senior advisor à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, ancien professeur à Sciences Po et à l'École des Ponts ParisTech, et copilote, entre autres, du plan bâtiment durable. Ensemble, nous interrogeons notre époque, fascinante mais inquiétante. Nous imaginons, grâce à lui, le possible chemin que prendrait le constructeur de demain. Un entretien enregistré lors de la première édition du CIPCA. Bernard Roth, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Les périodes de transition ont toujours été dans l'histoire à la fois difficiles et exaltantes. Comment est-ce que vous décrivriez notre époque et comment parler de l'année ou même de l'été 2022 ? Pour un boomer comme moi, oui. J'estime que c'est une incroyable chance d'assister avec conscience à un tel bouleversement de société parce que je crois qu'il est absolument vertigineux. D'ailleurs, je n'invente rien parce que quand, au premier colloque de la Fondation Palladio, il y a maintenant 12 ans, nous avons fait venir Michel Serres, il a conclu en disant « Nous sortons du Moyen-Âge ». Il a dit « Nous entrons dans la société des urbains ». Le monde est en train de s'urbaniser et la différence, et d'autre part la différence entre celui qui habite dans la ville et celui qui habite à 3 km de la ville, c'est-à-dire autrefois le citadin et le paysan, n'existe à peu près plus, c'est le même mode de vie. Donc de tout point de vue, nous sommes entrés dans la société des urbains et, disait-il, de mon point de vue, c'est la fin du Moyen-Âge. Alors, est-ce que cette fin du Moyen-Âge va vers la barbarie ou va vers la Renaissance ? Il nous disait, je n'en ai pas la moindre idée, les deux sont à peu près aussi probables l'une que l'autre. Et je crois que ce à quoi nous assistons ces dernières années, et peut-être même cet été, confirme que on ne sait pas exactement où le dé va s'arrêter de rouler et sur quel numéro il va sortir. C'est à la fois extraordinairement exaltant, notamment par rapport aux jeunes générations. C'est à la fois, par moments, très inquiétant aussi. J'aime beaucoup votre manière de poser les choses puisque vous parlez de changement de société. Or, aujourd'hui, on est au CIPCA et peut-être qu'on a souvent le réflexe de penser technique, science, savoir, des méthodes. Et en fait, non, le cœur du problème ou de la chose, c'est vraiment l'humain. Évidemment. C'est la manière dont on va organiser la vie de l'humain demain. Très exactement, et de mon point de vue. Et ça veut dire que moi, j'ai pensé dès les premières définitions du développement durable avec les trois pommes de terre là, qui se rencontrent, etc., qu'il en manquait une quatrième qui les englobait toutes et qui s'appelait la culture. Je pense que la question culturelle est une question primordiale, préalable. Je pense qu'il y a deux questions préalables en fait. Il y a une question préalable qui est d'ordre prévisionnel, scientifique, etc., qui est la démographie. Si on ne commence pas par réfléchir par la démographie, je pense qu'on dit absolument n'importe quoi. Et de ce point de vue, très récemment, il y a quelques semaines, on est sorti d'une pensée unique à laquelle personnellement j'adhérais totalement, par manque d'imagination, qui était de se dire nous sommes à peu près 8 milliards, on connaît l'accélération, je ne reprends pas les chiffres, on va arriver à 9 milliards à peu près 2050, ce phénomène se doublant d'un accroissement de l'urbanisation, puisque la population urbaine va à ce moment-là atteindre 75%. Donc doublement de la population dans les villes, ça veut dire concrètement. Et puis on va atteindre 10 milliards et on savait qu'à 10 milliards on plafonnerait de façon absolument certaine parce que tout cet accroissement démographique incroyable de ces 100 ou 200 dernières années n'est absolument pas né à une croissance des naissances, mais à une diminution de la mortalité infantile qui évidemment a une limite, etc. Bon, tout ça était très clair. Et puis est apparu il y a quelques mois une petite musique, comme on dit en général dans les médias, qui s'appelle Terre vide, c'est le nom d'un ouvrage qui a été publié par ces deux scientifiques et qui dit, canadien, et qui dit pas du tout, on va effectivement arriver à peu près à 9 milliards et puis ça va dégringoler à toute vitesse. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire, disent-ils, et je ne sais pas qui a raison, on va urbaniser un maximum, ça tout le monde le croit, et on va continuer à avoir une natalité équivalente. Urbaniser égale diminution considérable de la natalité, et tout simplement parce que éducation des femmes renforcée et qui aboutit techniquement, comme on le constate partout, par exemple en Inde, c'est quand même pas ce qu'on disait il y a 10 ans, à une diminution de la natalité. Donc, première question démographique, absolument fondamentale par rapport à l'épuisement des ressources de la planète, etc., etc. Bon. Et puis aussi, encore une fois, au développement des villes.
La deuxième question, me semble-t-il, préalable à tout, c'est évidemment la question que vous avez d'ailleurs déjà évoquée, qui est celle de la formation, qui est celle de la culture et qui est celle de la formation, parce qu'on peut développer toutes les technologies qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on les appréhende? Je voudrais citer un exemple, dont d'ailleurs je demandais à Guillaume Poitrinal, ici même, pas plus tard qu'hier, et à Julien de Normandie, si il pensait qu'on allait vivre un instant Kodak de l'immobilier. L'instant Kodak, c'est janvier 1992, quand Kodak dépose son bilan, ou plus exactement, se met sous contrôle aux États-Unis. Bref, parce que un siècle, enfin 70-75 ans auparavant, Kodak avait été le Steve Jobs de l'époque, ça s'appelait George Eastman. Il avait totalement disrupté, il avait inventé de faire fortune à partir du consommable qui était la pellicule, etc. Et puis il a très bien, enfin pas lui, il était mort, mais ses successeurs ont très bien vu venir le numérique. Oui. Ils ont déposé 1 millier de brevets au nom de Kodak sur le numérique. Et le management a dit, on stocke tout ça, le moment venu, on saura l'utiliser, etc. On voit à quel point la culture est dominante par rapport à la technologie et à l'invention. Voilà. Et on voit aussi à quel point la Renaissance, en fait, vient de nous, en fait. Exactement. Oui. Exactement. Alors, est-ce que chacun de nous peut influer sur Renaissance ou barbarie ? C'est peut-être la théorie du colibri. Là, alors, j'ai fait le choix de la Renaissance, pardon. Bon. Ah, je voulais vous poser la question. Non, après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, ça va de soi. Mais en tout cas, la prise de conscience, ce que j'appellerais la lucidité, c'est-à-dire prendre suffisamment de recul, la bonne distance. Et puis, deuxièmement, dans la théorie du colibri, faire sa part, si modeste soit-elle, par rapport à une action culturelle au bon sens du terme, de préparer tout ça, c'est à peu près ce que chacun de nous fait, et vous-même, ici, dans ce salon. Il est désormais évident que l'urgence va être d'accompagner les changements qui nous sont imposés et qu'on s'est imposés aussi. Oui. Oui. Et donc de repenser notre manière de construire, puisqu'on parle de ville. Tout cela ne va pas se faire, et c'est certain, sans recherche ni formation. On parlait tout à l'heure de la Renaissance. Elle a été aussi instigée par nos grands rois, en fait, qui savaient à quel point il faut former les gens et il faut chercher. Et aller peut-être rechercher aussi les solutions du passé. Exactement. Quelles sont, selon vous, les priorités pour former bien, ou en tout cas pour donner les bons outils aux futurs constructeurs de la ville de demain? Il y a une formule d'Edgar Morin que j'aime beaucoup, parce que d'abord, c'est lui qui a véritablement inventé la théorie de la complexité. On peut dire que l'essentiel de son œuvre est sur ce sujet. Et il a résumé ça en 8 mots, ce qui est quand même pas mal, à 100 ans. Tout ce que nous pensions séparer est lié. Voilà. Et moi, je pense que le point de départ de ce que doit être la formation du XXIe siècle, dans lequel on est en train d'entrer maintenant, c'est ça. C'est-à-dire désiloter, cesser de raisonner en centre du monde, sous prétexte que j'ai fait des études d'ingénieur, ce qui n'est pas mon cas, de juriste, ce qui est mon cas, etc., de géographe, ainsi de suite, de penser que l'univers tourne autour de la géographie, de la science, etc. C'est une erreur totale. Il me semble que c'est ça que nous découvrons, et il me semble que l'idée, elle est nécessairement holistique. J'ai envie de dire, elle est inspirée des sciences du vivant. Oui. Il n'y a pas de droit, d'économie, de finance, de technique, de blablabla, dans le vivant. Le vivant, il fait avec tout ce qu'il a, et puis d'un seul coup, il mute sans avoir prévenu, sans avoir mis de clignotant, il tourne à gauche, parce que tout simplement, c'est sa survie qui est en question. Oui. Et il me semble qu'on commence à prendre conscience du fait que, et de la ville, les études que nous menons sur la ville depuis une dizaine d'années, c'est véritablement à partir, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Alain Mogart, du métabolisme de la ville, exactement comme un être vivant, et non pas seulement en partant, comme on l'a fait jusqu'à présent, de sa morphologie, quelle est la hauteur de mes immeubles, la largeur des rues, etc. Mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait finalement repenser des humanités de la ville ? Oui. Oui, mais ça c'est formidable, ça fait plaisir de l'entendre. Écoutez, alors j'ai pas besoin de vous dire que c'est pas avec des urbanistes qu'il faut la penser. Non. Je n'ai rien contre les urbanistes, je pense qu'ils sont très utiles, mais je parle évidemment de leur culture. Je pense qu'il faut le faire avec des anthropologues, je pense qu'il faut le faire avec des philosophes, je pense qu'il faut le faire avec des démographes, je pense qu'il faut le faire avec des sociologues, etc., etc., avec évidemment des artistes. Des littéraires. Évidemment des littéraires, des poètes, mais bien entendu, et aussi
avec des économistes et aussi avec des techniciens et aussi avec des urbanistes et aussi avec des architectes. Bon, il y avait pas de... Mais avec l'idée qu'il y a véritablement, bien au-delà d'une intelligence collective, une sensibilité collective, et que ça change absolument tout. Et d'ailleurs, puisqu'on s'interroge tant sur la durabilité, c'est pas tout à fait idiot d'acheter un rétroviseur. Qu'est-ce qui a duré? Qu'est-ce qui a traversé le temps? Parce qu'à traverser le temps, c'est pas ce qui était beau et seulement beau, c'est pas ce qui était solide et seulement solide, etc., etc. C'est ce qui permettait de faire précisément cet ensemble, alors avec les conditions de l'époque, parce que bien évidemment, dans l'Antiquité, il y avait l'esclavage, enfin, etc. On comprend bien ce qu'on veut dire, on va pas développer. Bon, mais la société pour laquelle c'était organisé, elle était bâtie autour d'une cité qui était faite pour que tout le monde y trouve son compte. Oui. Voilà. Et ça, on l'a perdu complètement. Et je ne suis pas persuadé qu'on le retrouve en disant je vais faire des forêts en plein milieu des villes, etc. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas si c'est bien. Non, mais ça, ce sera utile, ça ne fait pas de mal en tout cas. Oui, mais j'ai envie de vous dire très amicalement, je m'en fous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est il y a une magnifique... c'est refonder la cité. Oui, il y a une magnifique sociologue urbaine qui s'appelle Sonia Lavadino, je ne sais pas si vous la connaissez, suisse, qui explique que finalement l'espace public et la tarte à la crème d'aujourd'hui, à juste titre, parce que bien évidemment c'est là que les gens se rencontrent, elle dit ça n'a pas beaucoup d'intérêt de réfléchir à l'espace public si on ne réfléchit pas à sa temporalité. À 6 heures du matin, c'est pas la même chose qu'à 2 heures de l'après-midi, etc., etc. Et donc, rien que là, on voit à quel point il faut mélanger du sucré et du salé, ce qu'on ne faisait pas à toutes les époques. La question d'après, c'est celle-ci. On a quand même des écoles, des universités qui sont organisées d'une manière qui peut-être ne correspond pas à la vision que vous nous proposez. Comment est-ce qu'on fait pour, assez vite finalement, puisque l'urgence est là, organiser les choses et former les jeunes? Je ne sais pas répondre à cette question parce que je connais un peu ce milieu. Oui. Je n'en connais pas de plus conservateur. Alors, je ne suis pas dans la langue de bois. Je n'en connais pas de plus... Et c'est pour ça que je vous pose la question, en fait. Je le sens bien. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Je n'en connais pas de plus cruel. J'ai pensé pendant 40 ans de vie professionnelle que la vie de l'entreprise était une vie sauvage, cruelle, où la lutte pour les postes était importante. Mais c'est de l'eau de rose quand je vois ce qui se passe à l'université, dans laquelle il n'y a aucun enjeu personnel. J'assiste à ça en spectateur, personnellement. Bon. Mais c'est absolument hallucinant. Il y a très peu de postes au-dessus. Donc, il faut des modes de sélection invraisemblables qui sont en gros fondés sur des publications dans des revues hautement contrôlées par les confrères pour fermer le maximum de portes et ne l'ouvrir qu'à celui, etc. Enfin, et faiblement lu aussi. Évidemment, évidemment. Et donc, si vous me demandiez ce sur quoi je suis le plus optimiste, ça serait sûrement pas là-dessus. Sûrement pas sur la transformation de la formation et notamment des formations universitaires qui, par ailleurs, sont d'assez bonne qualité. C'est là qu'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que, évidemment, que dans leur spécialité, on a affaire à des gens qui sont topissimes. Bon. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans un monde de spécialistes. Et puisqu'ici, on a beaucoup de promoteurs à ce salon, ils savent tous qu'on ne construit pas une opération de promotion immobilière en prenant le meilleur architecte, le meilleur notaire, le meilleur ingénieur thermicien, le meilleur, etc., 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 économistes, en les mettant autour de la table et en leur disant, voilà, c'est 12 avenue de rue de Vaugirard, je sais pas quoi, allez-y, je vous laisse faire, je reviens dans 3 heures. Eh ben non. Donc, la fonction d'ensemblier et la culture de l'ensemblier, c'est en soi, je crois, une voie qu'il va falloir apprendre à développer et dont, au fond, pour lesquelles il n'existe pas beaucoup d'écoles aujourd'hui. Alors, les architectes pensent souvent l'être, et c'est vrai qu'ils le sont en partie. C'est vrai qu'ils doivent bien faire des synthèses, etc. Mais je crois que l'irruption enfin, peu d'architectes sont spécialistes en démographie, etc. Bon, il y a l'irruption d'un certain nombre de grandes données aujourd'hui remet les choses en question. On va dire que les ensembliers sont peut-être le creuset d'une nouvelle vision de la construction. Vous appelez une sorte de création d'humanité, on va dire, d'un retour à une autre vision de la formation, de la recherche et d'être dans la société française. Vous touchez du doigt, c'est certainement l'être avant l'avoir. Alors ça, c'est une révolution culturelle absolument hallucinante. Rien qu'en prononçant ces deux mots, on mesure bien à quel point on est en train de changer totalement de paradigme. Bon. Parce que la question n'est pas forcément de construire 500 000 logements chaque année de plus.
je ne sous-estime absolument pas l'horreur, le drame, etc., des gens qui sont sans abri, etc., mais sauf que ces 500 000 logements, ils ne les concernent absolument pas, et que finalement, dans la pratique, les 300 000 qu'on construit, il y a une partie de logement social qui correspond à des critères que tout le monde connaît, et puis puis le reste, c'est pour les riches. Donc, c'est pour les riches qui veulent s'enrichir, en plus, qui pensent s'enrichir en faisant ça. Donc, on voit bien que c'est pas ça. Une des questions qu'on se pose au plan bâtiment durable, sur lequel on va prochainement d'ailleurs publier, allez, je le dis, qu'on avait imaginé d'appeler « construire moins ». Ah. Et puis, pour avoir une chance d'être lu au-delà du titre, on a décidé de parler de sobriété immobilière. Mais enfin... Ah, mais moi, je préférais construire moins. Mais moi aussi. Parce que votre histoire des 500 000 logements, on l'entend tellement que... Mais oui, mais... Oui. Mais évidemment, c'est construire moins de toute façon, où il s'agit d'aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Et si si on comprenait ce que c'est que la société d'abondance défunte, qui est en train d'agoniser, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire, on n'est plus avec tout est possible, tout est illimité, tout est sans fin, etc., etc. Donc c'est la course permanente qui va le plus vite et tout. Combien de bâtiments passés dans les villes qui sont utilisés à moins de 30% du temps? Oui. C'est probablement 15 à 20%. Bon. Donc 15 à 20% ramenés à 60% d'utilisation, etc. En soi, il y a un levier absolument considérable. Il y a ceux qui sont véritablement vides, et puis il y a les écoles, il y a les collèges, il y a les théâtres, il y a les etc. Qui fonctionnent quelques heures de quelques jours, de quelques semaines dans l'année. Voilà. Bon, donc c'est pas pour... je suis pas un fervent partisan de la Corée du Nord. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que porter la réflexion, détourner nos regards sur des statistiques, des projections de courbes, etc., pour aller toujours plus loin, et se poser des questions anthropologiques, c'est-à-dire est-ce que nous pourrions vivre aussi bien et peut-être mieux avec apparemment moins, mais utiliser avec... Guillaume Poitrinal, je lui posais hier la question par provocation, parce que je sais son dégoût du truc. Je lui disais, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la décroissance? Je viens d'écrire 245 pages contre, etc. Il n'y a rien de plus débile. La croissance et la décroissance, c'est la pauvreté. Blablabla. Et il dit, par contre, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est la croissance de quoi? Il dit, si c'est la croissance du nombre, évidemment que c'est absurde. Parce que quand on nous dit nos caddies débordent d'objets, de trucs qui servent d'une partie sert à rien, il en faut rien, je suis 100% d'accord avec ça. Et donc la décroissance de ça, je suis d'accord avec ça. En revanche, la décroissance des richesses qui permettent de faire des choses. Bon, c'est intéressant comme point de vue. On a tous ça dans nos mémoires, on a tous vu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivre avec beaucoup moins. Évidemment. Et sembler tellement plus heureux en plus. Oui. Donc on a vraiment beaucoup de choses à repenser. Non, mais il y a eu probablement, enfin ça je crois que c'est assez évident pour tout le monde, si on veut bien y réfléchir 2 minutes, un espèce de booster de la consommation et de la surconsommation et donc de la consommation inutile, etc., à travers la réclame, la publicité, blablabla, et la manipulation des foules. Je ne vais pas prendre l'antenne trop longtemps, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'il y a eu des grands théoriciens qui ont quand même été qui étaient des véritables génies de la manipulation des foules et qui l'ont en particulier appliqué au commerce et à la consommation. Et c'est pas étonnant que 30 ou 40 ans plus tard, ça donne ce que ça donne. Oui. Et puis une dernière question. Tout à l'heure, on a parlé de l'être. Il y a peut-être aussi le savoir à remettre en valeur. Le goût d'apprendre, on l'a vraiment perdu. Oui, vous avez raison. C'est même un paradoxe, c'est même un sacré paradoxe de se dire que au moment où enfin on a atteint un rêve qu'aucun des grands penseurs de la Renaissance n'aurait espéré, c'est-à-dire j'ai 24 heures sur 24, 365 jours par an, la réponse à toutes les questions que je me pose au bout d'un petit machin de rien du tout en appuyant sur le bouton. Bon. C'est quand même incroyable. Donc une capacité à développer le savoir qui est absolument illimitée. Au fond, une bibliothèque universelle, bon, etc. Et on a tous la possibilité de penser à cette ville de demain, au fond, alors qu'on sait qu'on est complètement démunis. Exactement. Oui. Et en même temps, on a peut-être perdu un peu du goût d'apprendre. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Bernard Roth. Merci.